Voilà. Shalom à tous, on se retrouve avec Laura Fison aujourd'hui pour un cours organisé par Midrashet Yehuda sur les grandes figures rabbiniques qui ont accompagné le renouveau sioniste ces 150 dernières années avec et leur Torah sur le Rabbi Moshe Alfon, la justesse. Chavodara. Yofi, eh bien, ça c'est une présentation, ça c'est beau. Tov, eh bien les amis, shalom les koulam, on revient donc dans notre étude des Gdolé Haouma, du retour d'Israël, Tria Leumit, et là aujourd'hui, nous allons parler d'un grand bonhomme. Alors, je ne sais pas si vous faites attention, mais j'essaye de faire un petit givoun, j'essaye de donner un petit peu le change et de ne pas faire tout le temps des rabbins qui viennent du même quartier au niveau géographique. On a commencé avec le Rav Shmuel Moaliver qui venait d'Europe de l'Est. On a parlé ensuite du Rav Yehuda Chayal Kalai de Sarajevo. Et aujourd'hui, nous partons à l'ouest. Nous partons à l'ouest, je veux dire bien sûr, dans cet Occident que nous connaissons très bien, la Tunisie. Ah bah oui, ah bah je vais commencer par ça. On n'entend pas. Les Chachamim de Maroc, d'Algérie, de Tunisie sont appelés des Occidentaux. Bah oui. Comment vous appelez le Maroc, l'Algérie, la Tunisie en français? Ce complexe d'endroits-là s'appelle le Maghreb. Or, le Maghreb, ça vient de l'arabe, de l'hébreu, Ma'arav, Ma'arav. Et oui, le Ma'arav, pour ceux qui habitent dans la péninsule arabique, évidemment que les musulmans qui habitaient au Maroc, en Algérie, en Tunisie, c'était des Occidentaux. En tout cas, quoi qu'il en soit, nous allons parler aujourd'hui d'un Tunisien, et pas n'importe quel Tunisien. Je parle évidemment de Rabbi Moshe Khalfon HaKohen. Rabbi Moshe Khalfon HaKohen, je voudrais commencer tout de suite, peut-être justement par la fin. Sur la tombe de Rabbi Moshe Khalfon est écrit Kan Nignaz Aaron HaKodesh. Kan Nignaz Aaron HaKodesh. Et quand on parle de Rabbi Moshe Khalfon, eh bien c'est tout sauf un mot jeté en l'air. Je sens que je vais avoir un problème. Je sens que je vais avoir un problème parce qu'il y a des gens qui viennent de rentrer dans ma maison, qui n'étaient pas censés être là à cette heure-là, et ça va être la guerre mondiale. Petite seconde, petite seconde. Les amis, je vais changer de localisation. Je vais m'enfermer dans une chambre. Attention, c'est parti.
C'est bon. On est revenu, les amis. Yofi, donc on va pouvoir se relancer dans notre histoire. Et c'est parti. Yalla. Tov. Donc, je disais, quand on parle de Rabbi Moshe Khalfon à Cohen, eh bien, on commence par la fin en disant ici, Kan Nignaz Aaron Akodesh. Eh bien, les amis, ce n'est pas une parole en l'air. Lorsqu'on parle de Rabbi Moshe Khalfon, on parle Pashut de Torah Me'alechet. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais à chaque fois qu'on parle d'un rabbin, on parle que c'était un géant de la Torah. Tout ça, c'est évidemment vrai. Mais il y a une grande différence avec Rabbi Moshe Khalfon. Cette différence, elle est qu'il n'était pas seulement un rabbin du Beth Midrash. On va le voir lorsqu'on va commencer à parler un petit peu de sa vie, de sa biographie, mais il a une bibliographie absolument incroyable. C'est absolument incroyable. Il a écrit Agudat Ezov, Igeret Aporim, Havad Chesed, Emet Veimuna, Eshet Raïl, Ber Moshe, Brit Yaakov, Brit Avot, Brit Keuna. C'est son livre principal d'ailleurs, Brit Keuna. Geulat Moshe, Darche Moshe, Drash Moshe, Alacha le Moshe, Vayaget Moshe, Vayakel Moshe. Oy vavoy, Zifre Keuna, Zchut Moshe, Zifre Ratzon, Chupat Moshe, Chaim ve'osher. Chokhma ou Mada, Bekitsour, les amis. Vous comprenez de quoi on est en train de parler? Rabbi Moshe Khalfon à Cohen, c'est Torah Shelo Mafsika, c'est une Torah qui ne s'arrête jamais. Rabbi Moshe Khalfon, né en 1874, il mourra en 1950. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il accompagne, pas seulement, c'est pas une blague quand on dit qu'il accompagne le renouveau sioniste en terre d'Israël, il va voir la création de l'État d'Israël. Et ça va pas être une mince affaire. Alors, quand on veut commencer à parler de lui, il n'aurait pas dû venir au monde. Il n'aurait pas dû venir au monde. Pourquoi il n'aurait pas dû venir au monde? Eh bien, parce que c'était compliqué. Dans la famille Khalfon, dans la famille Cohen, autant pour moi, dans la famille à Cohen, eh bien, son père, le père de Rabbi Moshe, eh bien, était marié. Jusque-là, pas de problème. Mais le problème, c'est que son père et sa mère ont réussi à avoir pas mal d'enfants, mais ils n'ont eu que des filles. Et le père de Rabbi Moshe Khalfon, eh ben, il n'était pas très, très, très content. Il n'était pas très, très content. Et donc, eh ben, il a voulu divorcer de sa femme. Il a voulu divorcer de sa femme pour prendre quelqu'un d'autre. Mais finalement, sa femme elle lui a dit non, écoute, faut attendre, on va avoir Bezrat Hashem, un peu de Emouna, non. Un jour, eh bien, alors qu'elle était enceinte, et lui était persuadé que ça allait être encore une fille. Alors peut-être qu'on ne savait pas encore à l'époque au niveau, je ne sais pas, on ne savait peut-être pas encore que c'est l'homme de qui dépend le sexe de l'enfant. Donc s'il avait eu que des filles, ce n'est pas de sa faute à elle, mais c'est de sa faute à lui. Bekitsour, quoi qu'il en soit, eh bien, finalement, elle est enceinte, il est persuadé que ça va être une fille, il doit partir de Djerba, de partir de la ville pour affaires, et il devait rentrer le soir, et finalement, il ne rentre pas le soir, et lorsqu'il revient le lendemain, pourquoi il n'est pas rentré le soir? Bien simplement parce qu'il est parti dans une autre ville pour se marier avec une autre femme. Voilà. Et à ce moment-là, sa femme, quand elle apprend ça le lendemain, eh bien, elle va le maudire. Alors, elle ne va pas le maudire qu'il meure, mais elle va le maudire qu'il devienne pauvre. Et effectivement, il va petit à petit perdre tous ses biens. Et en fait, sa femme était enceinte, pas d'une jeune fille, mais elle était enceinte de Rabbi Moshe Khalfon. Rabbi Moshe s'est opposé toute sa vie à ce qu'on l'appelle Khalfon. Le terme Khalfon était un terme qui était donné dans les familles séfarades, que ce soit Khalfon ou Makhlouf. C'était un terme qui était donné, une appellation qui était donnée lorsque dans la famille, il y avait eu un bébé qui était décédé. Et le bébé qui venait après, on l'appelait Khalfon, qui veut dire Makhlouf, le Makhlif, celui qui remplace. Et Rabbi Moshe Khalfon s'est toujours opposé à ce qu'on l'appelle comme ça. Pourquoi? Parce qu'il disait c'est Avodah Zara. C'est Avodah Zara de dire que quoi? En fait, c'est quoi l'histoire? C'était que pourquoi on l'appelle Khalfon?
c'est pour dire aux Shedim, pour dire aux esprits, aux Jnoun, que vous avez eu le premier, vous n'aurez pas celui-là. Mais oh, nous dit Rabbi Moshe, mais c'est Avodazara. Maazé, tu crois que la vie, elle est déterminée par les Shedim? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourtant, Malasot. Il y a deux choses pour lesquelles Rabbi Moshe s'est battu toute sa vie, mais ça n'a pas marché. Malasot, je préfère le dire tout de suite. Il y a deux choses, deux sujets sur lesquels, malgré son combat, les gens n'ont pas suivi. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Rabbi Moshe Khalfon en tant que Rabbi Moshe Khalfon à Cohen. Et la deuxième chose, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'il s'est battu toute sa vie contre le Haïnara. En disant qu'il faut arrêter de croire au Haïnara, au Manfatma, aux œils, tous aux yeux, enfin, l'œil. Bekitsour, tout ça, il ne faut pas y croire, c'est des ch'touillottes. Et c'est à la limite mamache de l'idolâtrie, parce que tu penses que toute ta vie, elle est dépendante de l'œil que les autres ils vont te mettre, et tu mets l'œil à la place d'Akadosh Baruch Hu. Donc il ne faut pas du tout laisser de place à cela. Le Haïnara qui est marqué dans la Torah, il n'a absolument rien à voir avec ce que tout le monde pense. C'est si toi, tu vois le monde avec un Aïn Ra'a, avec un mauvais œil, c'est-à-dire avec une vision négative sur le monde, eh ben, le monde, il te regardera aussi de manière négative. Mais ça n'a rien à voir avec des choses pseudo-spirituelles. Et tu vois que, bon, ben voilà, malheureusement, Tunisie, c'est pas vraiment que ça a marché, quoi. Je veux dire, hein, j'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, je pense. Donc ça a été deux combats qu'il n'a pas réussi à mener, et c'est pas faute d'avoir essayé. Rabbi Moshe, donc on va l'appeler Rabbi Moshe, on n'appellera pas Rabbi Moshe Khalfon parce qu'il ne veut pas. Donc Rabbi Moshe à Cohen, il grandit à Djerba. Ah, et là tout de suite, eh ben, il va falloir le dire. Djerba est une communauté particulière. Voilà. Djerba est une communauté toute particulière. Djerba, il y a une massorette qu'on retrouve dans des livres du XVIe siècle, du XVIIe siècle, et plus tard au XVIIIe également, mais c'est une massorette Atika Meod, qu'on va retrouver dans Chokhmat Shlomo, qui nous dit que Ezra Asofer, Ezra, oui, le prophète Ezra du Tanakh, a maudit la ville de Djerba. Oh, lama. Eh bien, tout simplement parce que quand il est venu à Djerba, essayant de rassembler des Juifs pour revenir à Jérusalem, reconstruire le second temple, il est arrivé à Djerba, il a dit « J'ai pas de Lévi'im avec moi pour servir au Beth Amikdash. Donnez-moi des Lévi'im, que les Lévi'im viennent avec moi. » Et les Lévi'im n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu venir avec lui et ils ne sont pas venus en Eretz Israël. Et la Massorette nous raconte qu'à ce moment-là, Ezra a maudit les Lévi'im de Djerba, qu'il n'y en ait pas un seul qui finisse l'année. Réalisation ou pas réalisation, le fait est qu'à Djerba, il y a 90% de Kohanim, il n'y a pas de Lévi'im. Pendant des générations, c'est-à-dire, c'est un truc qui est quand même ouf, c'est une communauté où il n'y a pas de Lévi'im. Rabbi Moshe, très jeune, va montrer sa grandeur dans l'étude de la Torah, et je dis particulièrement à Djerba. Pourquoi? Parce qu'à Djerba, on n'étudiait pas en fonction de l'âge, mais on étudiait en fonction du niveau. Ce qui veut dire que dès qu'il a 9 ans, il est déjà en train d'étudier avec les Dayanim de la ville, parce qu'il a dépassé tous les autres. Mais le fait qu'il continue à étudier avec les plus grands, eh bien, ne va pas lui faire monter la tête, quoi que ce soit. Très jeune, on lui demande de prendre des fonctions rabbiniques, il refuse. Il refuse parce qu'il ne se sent pas légitime, avec son jeune âge, de prendre des fonctions rabbiniques. Entre-temps, sa famille commence à perdre ses moyens, puisque vous vous rappelez de la malédiction de sa maman par rapport à son papa. Résultat des courses, il est obligé d'aider la famille à la parnassa. Donc, il ne peut pas prendre la responsabilité rabbinique en plus de parce qu'il pense qu'il est trop jeune, mais au-delà de ça, parce que il va bosser. Lorsque finalement, il passe à la ville Jarzir, alors il accepte un rôle qui n'est pas un rôle rabbinique et qui va lui donner quand même une parnassa, il devient le shochet de la ville à l'âge de 17 ans. Mais ce n'est que lorsqu'il a 20 ans qu'on lui demande, on lui supplie en 1894 de devenir Dayan dans la ville. Il a 20 ans.
On lui demande de devenir le Dayan. Et il refuse, il refuse, il refuse. Et il faudra attendre 1917, quand il a 43 ans, pour qu'il accepte enfin d'être le Dayan de la ville. Et encore, il accepte que s'ils sont 3 Dayanim et que c'est lui le moins estimé. Au final, tout le monde va aller selon la dernière parole de Rabbi Moshe Cohen. Donc on voit que c'est quelqu'un qui n'est absolument pas là pour se mettre en avant, genre c'est moi le chef, c'est moi le meilleur, mais il veut une authenticité et une vérité dans l'enseignement de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire une authenticité et une vérité? Messieurs, dames, la Torah ne peut pas être que l'apanage de celui qui la donne. Pour que la Torah soit vraie, il faut qu'elle soit bien reçue. Et je vous pose la question. Notre exemple à nous, il n'est pas forcément un bon exemple. Pourquoi il n'est pas forcément un bon exemple? Parce que j'ai pas ici, peut-être que si je me mets en galerie, ça sera mieux. Hein. Je vais me mettre en galerie. Voilà. Mais même en galerie, j'arrive pas à voir tout le monde. Un, parce que mon écran n'est pas assez large. Et deux, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas mis leur caméra. Mais quoi qu'il en soit, hein, eh oui, comme ça, je vous ai accroché. Mais quoi qu'il en soit, il y a certaines personnes dans le cours de ce soir qui sont un tout petit peu plus âgées que moi, on va dire à un ou deux ans près. C'est-à-dire, et la question est, quelle est la légitimité d'un petit jeune pour venir enseigner la Torah à des gens qui sont beaucoup plus sages que lui? Eh bien, c'est une vraie question. Nous, dans le monde francophone, on n'a pas de problème avec ça. Pourquoi on n'a pas de problème avec ça? Parce qu'on est tous des Chosrei Bitchouva, on est tous des gens qui avons appris et qui ne cessons d'apprendre, et on est tous conscients que dès qu'on est venu en Israël, eh bien, on fait face à une nouvelle réalité, on a fait l'Alia, on est face à une nouveauté, et donc on a envie de réapprendre sans cesse. Et de toute façon, c'est la force de l'esprit critique français de se remettre en question sans arrêt, et donc ça ne nous dérange pas de réapprendre de quelqu'un de plus vieux, de plus jeune. Enfin, je pense que c'est une analyse que je fais du public francophone, que vraiment, enfin moi, ça ne me dérange pas d'apprendre de gens qui sont plus jeunes que moi, plus vieux que moi. Si c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais de manière générale, eh bien, quand quelqu'un est très jeune, même s'il est très chacham, c'est difficile pour les gens un peu plus âgés d'accepter son enseignement. Et c'est pour ça que Rabbi Moshe, qui bien sûr à l'âge de 20 ans, il était déjà plus chacham que tous les gens à Djerba, mais il voit que ça pose un problème de kavod, de nachat, vous savez, de bienséance face aux gens qui sont plus âgés que lui. Et donc, il attendra d'avoir 43 ans parce que Rabbi Moshe Cohen, c'est l'authenticité et également le rapport aux autres. Finalement, il mourra en 1950 et ses ossements seront transportés en Israël en 2005. Il sera enterré à côté de Maran Achida et à côté de Rabbi Shalom Messas, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, les amis, quelle est la Torah de Rabbi Moshe Cohen? Pourquoi il est si particulier? Yosher Amidot. La première chose qu'on va évoquer avec lui, c'est la droiture. La droiture. Yosher Amidot, c'est quelqu'un de moralement irréprochable. Eh oui, vous imaginez que lorsqu'on est dans les années 40, enfin non, pas dans les, oui, dans les années 40, en 1942, lorsque la Afrika Korps, dirigée par le général Rommel, des nazis, arrive en Tunisie, ils vont également arriver à Djerba. Et lorsque les nazis arrivent à Djerba, car oui, vous savez qu'il y avait 23 camps de concentration en Tunisie. Nous, on parle des camps de concentration en Pologne, mais il y avait des camps de concentration en Tunisie. Alors évidemment, pas la même chose, ce n'était pas les camps d'extermination qu'on a en Pologne, mais je veux dire, les Juifs de Tunisie ont subi la Shoah également, quoi. Bekitsour, Rabbi Moshe, lorsque les nazis arrivent à Djerba, ils imposent à Rabbi Moshe et à la communauté de leur donner 50 kilos d'or pour ne pas massacrer tout le monde. À ce moment-là, Rabbi Moshe va faire passer le mot. Il faut récupérer en 48 heures 50 kilos d'or. Seulement, lorsque les gens amènent leurs bijoux, amènent leurs choses, eh bien, Rabbi Moshe va faire très attention.
Il dit attention, hop, 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 hop. Là, tu as amené une bague. La bague, elle est en or, mais elle est sertie d'une pierre précieuse. Enlève la pierre précieuse. Parce que sinon, dans la balance, ça ne sera pas vraiment 50 kilos d'or. Il y aura des kilos d'autre chose. Il y a quelqu'un qui amène une montre de Mural avec de l'or dessus. Elle dit ah oui, mais il faut que tu enlèves l'or et que tu mettes que l'or dans le paquet. Parce que tout le reste, le mécanisme, le bois, machin, c'est du poids. Et les nazis, on leur a promis 50 kilos d'or. Donc il faut être honnête. En vrai, on n'a rien à leur donner aux nazis. Mais pour Rabbi Moshe, ça va jusque-là, la droiture. J'ai donné ma parole sur 50 kilos d'or, ça sera 50 kilos d'or. Il n'y aura pas 1 kilo de quelque chose qui n'est pas ce que je me suis engagé à donner. La parole donnée, qui est quelque chose de fondamental. Rabbi Moshe écrira dans l'un de ses livres, dans le livre d'Arché Moshe, que puisque Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec la parole, ma parole, moi qui suis créé à l'image de Dieu, doit être respectable, doit être respectée. Ben oui, c'est Kolkar Pachout. C'est tellement simple et tellement évident ce que je viens de vous dire. Mais combien d'entre nous sommes capables véritablement de respecter notre parole donnée? Alors, Rabbi Moshe, ce n'est pas seulement la droiture des Midot. C'est également à émettre chez la Torah. À émettre chez la Torah. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Que Rabbi Moshe Khalfon était obligé de travailler. Il n'était pas rabbin de profession. Il était obligé de travailler. Et entre autres travail qu'il a pu faire, parce qu'il en a fait beaucoup, il a été à un moment donné comptable. Comptable chez un riche marchand de Djerba. Bon, pourquoi pas? Seulement, il y a eu un problème. Parce qu'en même temps, il était le Dayan de la ville, en même temps, il était comptable. Alors, le problème est le suivant. Il y a un homme qui est venu chez Rabbi Moshe et il voulait faire ce qu'on appelle mioun. Enfin, non, je me reprends. Je vous explique. Il y a une femme qui vient chez Rabbi Moshe qui veut faire un mioun. C'est quoi un mioun? Les ma'en. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Dans la Torah, lorsque je suis le papa et que j'ai une fille, je peux la marier avant ses 12 ans. Je la marie avant ses 12 ans à quelqu'un, et lorsqu'elle aura 12 ans, eh ben, il y aura le mariage officiel. Bon, ben, évidemment, il ne va pas se marier avant ses 12 ans, mais j'ai signé le contrat avec l'autre famille avant que ma fille ait 12 ans. Une fois qu'elle a 12 ans, eh bien, je la marie, c'est comme ça. Je suis le papa, c'est moi qui décide. Mais si jamais il n'y a pas de papa et qu'elle a été mariée avant ses 12 ans, soit par sa mère, soit par son frère, alors lorsqu'elle aura 12 ans, elle aura la possibilité de refuser. Si elle n'a pas envie de se marier avec la personne qu'ils ont prévue pour elle, elle aura la possibilité de refuser. C'est ce qu'on appelle l'emaen. D'accord? Il y a donc un cas comme ça qui se présente chez Rabbi Moshe. La femme, elle ne veut pas se marier, pas avec celui qu'on lui a prévu. Le problème, c'est que l'homme d'une cinquantaine d'années, il devait se marier avec cette jeune fille de 12 ans, était un très bon ami de l'employeur de Rabbi Moshe. Et Rabbi Moshe Khalfon, enfin l'employeur lui a dit, si tu es possèque qu'elle a le droit de faire le mioun, je te vire. Rabbi Moshe Cohen, il a dit, qu'est-ce que tu veux que j'ai moi? Im Zéadine, Zéadine. Je vais voir le cas, mais si elle a le droit de faire un mioun, eh ben elle fera un mioun. Qu'est-ce qui t'arrive? Et ben effectivement, elle est arrivée, elle a plaidé sa cause. Rabbi Moshe, il a dit, Efchar le Mahen, et elle a refusé de se marier. Et vous savez ce qui lui est arrivé à Rabbi Moshe? Il a été viré. Le mec, il l'a viré. Le fait que dans la même année, il a perdu tous ses biens, le monsieur, ça vient de là-haut. Mais pour Rabbi Moshe à Cohen, à émettre chez la Torah, il n'y a rien qui peut me faire zigzaguer à gauche et à droite. À émettre.
Rappelez-vous dans le Talmud, lorsqu'on va avoir, si je ne me trompe pas, Rabban Gamliel, qui avait un mec qui bossait chez lui, qui bossait dans ses champs. Et un jour, il avait l'habitude de venir au Beth Hadin, tous les jeudis et les lundis, et il lui donnait, Rabban Gamliel lui donnait un petit peu de ce qu'il avait pu récolter. Et un jour, il arrive, mais pas le jour où il avait l'habitude de venir. Et il vient lui donner, il dit, ah bah tiens, aujourd'hui j'ai une affaire qui m'emmène devant les tribunaux de la ville, et c'est donc Rabban Gamliel qui va me juger. J'avais prévu d'aller demain pour lui donner comme tous les jours, enfin comme toutes les semaines, mon petit cadeau, bah ça m'évitera de revenir. Et donc il vient lui donner, et il dit, au fait, je te vois cet après-midi, on se voit cet après-midi, il y a une affaire que vous devez juger. Et Rabban Gamliel a dit, non, bah alors je la juge pas. Je ne sais plus si c'était Rabban Gamliel. Là, tout d'un coup, j'ai un trou. Mais l'homme c'était un des Tanaïm. Il dit, bah non, je ne peux pas te juger. Parce que tu viens de me donner un cadeau, donc je suis influencé. Donc ça ne va pas être émettre. Rabbi Moshe Cohen, il n'y a rien qui le fait bouger. Il est droit comme une règle. Il n'y a rien qui le fait bouger du émet. Aval, c'est bien beau de raconter des histoires. C'est bien beau de raconter qu'il avait des midotes extraordinaires, qu'il avait une vérité dans la Torah. Mais quel est l'essentiel de son propos? Quel est le Icar de la Torah de Rabbi Moshe Halfon Cohen? Les amis, Rabbi Moshe Cohen va faire une révolution en Tunisie. Et non, il ne s'agit pas de Damrout. Il va faire une révolution en Tunisie. Aussi étonnant que ça puisse paraître aujourd'hui, il faut savoir que jusque Rabbi Moshe Halfon, Yehoudé Tunisia, que ce soit Tunis, Djerba, particulièrement Djerba, Lo Lamdou Halacha. En Tunisie et à Djerba particulièrement, on n'étudiait pas la halacha. On étudiait le pilpoul. On étudiait à la mode des yeshivot européennes et polonaises, les yeshivot du pilpoul. On étudiait le Talmud et on se triturait la tête dans le Talmud. Et l'étude de la halacha était mise de côté. Les amis, Rabbi Moshe Halfon, il arrive et il va ramener l'étude de la halacha au centre de l'enseignement de la Torah à Djerba. Comment il va faire ça? Comment vous allez réussir? Je vais vous dire, c'est très simple. Imaginez-vous une yeshiva. Une yeshiva plein de bachourim qui étudient la Gemara toute la journée. Et imaginez-vous le rosh à yeshiva, ou alors le plus respecté des rabbins de la ville, arrive dans la yeshiva et vient s'asseoir à côté d'un des bachourim et lui dit, dis-moi, tu es en train d'étudier quel sujet? Et alors le bachour, il dit, bah, je sais pas, j'étudie ça. Il dit, ah, intéressant. Et il lui pose une question de halakha par rapport au sujet qu'il est en train d'étudier. Et il dit, regarde, j'ai envie de voir si tu étudies bien. Et donc, voilà la question. Et j'aimerais que Shabbat, tu viennes avec une réponse construite. Donc, je veux que tu m'écrives ta réponse et Shabbat, tu viens me la lire. Quoi, moi, Kvod Arav? Vous voulez vérifier que moi, je suis un Talmid Chacham? Eh bien, tu imagines, tous les mecs, ils se mettent à écrire des réponses de halakha. Et c'est comme ça que petit à petit, Rabbi Moshe va ramener l'étude de la halakha, en interrogeant un par un les gens, en leur disant, j'aimerais bien que tu me montres un petit peu ce que tu penses de ce sujet-là, mais argumenté, hein. Et donc les gens petit à petit reviennent à l'étude de la halakha, si bien qu'aujourd'hui, les Chachmei Tzfon Africa, les sages d'Afrique du Nord, eh bien la halakha, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans leur enseignement de la Torah. Et ça, c'est grâce à Rabbi Moshe Halfon. J'ai commencé tout à l'heure en parlant de Ezra Sofer et de sa klala par rapport aux Lévi'im de Djerba. Mais quand on parle de Ezra d'Eretz Israël, les amis, Rabbi Moshe Halfon à Cohen, son amour pour Eretz Israël, il n'avait pas son pareil.
Et c'est là la deuxième grande révolution de Rabbi Moshe à Cohen. Pas seulement l'étude de la halakha, mais également la remise au centre de tous les débats de la terre d'Israël. Eretz Israël, Merkaz, chez la Merkaz, chez la Merkaz. Et c'est pour ça que Rabbi Moshe Khalfon va simplement nous faire un pérouche extraordinaire, mais tellement normal, hein, j'ai envie de dire, sur un verset de la Torah qu'on connaît bien, qui est dans la paracha de Vayechi. De Vayechi, lorsque Yaakov s'adresse à Yosef, ben, qu'est-ce qu'il lui dit? Lorsqu'il s'adresse à Yosef, eh bien, il va lui dire Ve'ani natati lecha Shrem echad alachecha. מה זה ונתתי לך שכם אחד על אחיך? Eh bien, nous dit Rabbi Moshe Khalfon à Cohen. Il y a un commentaire de Rabbi Avraham Ibn Ezra. Il écrit ça dans le livre Brit Keuna. Il y a un commentaire de Ibn Ezra à propos du verset Natati lecha shchem echad al achecha. C'est quoi l'explication du Ibn Ezra? C'est un lopin de terre en terre d'Israël. C'est-à-dire que Yaakov, il a donné en héritage à Yosef, Kever Yosef, Shrem. Nous dit Rabbi Moshe Khalfon, vous savez ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que nous avons une mitzvah d'acheter des territoires en terre d'Israël. Non, 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 pas le baron de Rothschild. Chacun d'entre nous a la mitzvah, d'après Rabbi Moshe, d'acheter un terrain pour lui en Eretz Israël. Mais sauf que ce n'est pas seulement un enseignement et voilà, on n'en parle plus. Pour Rabbi Moshe Khalfon, c'était une obligation. Et il a obligé tous les gens de la communauté d'acheter un terrain en Eretz Israël. Moi, je vous dis simplement un truc. Hein. Je ne sais pas s'il y a ici des gens qui aimeraient acheter en Israël, mais qui ne peuvent pas, parce que l'immobilier n'est pas dans des prix normaux. Posons-nous tous la question. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait forcé la main dans les années 40, 50, d'acheter un truc en Israël où ça coûtait rien du tout? C'est fou, hein? On se dit, c'est incroyable. À l'époque, on pouvait acheter pour pas grand-chose et on ne l'a pas fait, on n'a pas pensé à le faire, machin. Et aujourd'hui qu'on veut le faire, ça devient très compliqué. Rabbi Moshe Khalfon, il a poussé toute sa communauté à acheter des terrains en terre d'Israël. Je vous parle de ça avant la création de l'État d'Israël et juste au début de la création de l'État d'Israël. Lui-même a acheté un terrain à Beth Hakerem, à Jérusalem. Ce n'est pas seulement un enseignement théorique, mais pour Rabbi Moshe Khalfon, c'est une réalité halachique qu'il faut mettre en pratique. Alors, Rabbi Moshe Khalfon, puisqu'on parle de lui et d'Eretz Israël, il faut bien comprendre qu'il a un amour tout particulier, un attachement tout particulier pour un monsieur que vous connaissez bien, qui s'appelle Binyamin Ze'ev Herzl. Le Rav Kook va faire l'éloge funèbre de Herzl, et dans son éloge funèbre, il va l'appeler Ikveta de Mashiach ben Yosef, sauf qu'il ne va jamais le rappeler par son nom. C'est-à-dire qu'on voit que le Rav Kook, il est tout à fait conscient de la grandeur de Herzl et de ce qui est en train de jouer dans l'histoire, mais ça le dérange. Il y a quelque chose qui le dérange. Ce n'est pas du tout le cas de Rabbi Moshe Khalfon à Cohen. Lorsque Rabbi Moshe Khalfon parle de Herzl, il en parle avec son nom et il le cite et il dit Herzl Hatzadik Shel Hador et il l'appelle pas Ikveta de Mashiach ben Yosef, mais il l'appelle Mashiach ben Yosef. En malasot. Il le dit clairement là où on peut l'entendre. En. Il écrira dans Geulat Moshe, dans son livre Geulat Moshe, Beyamenu elle, Rabim me'achenu bet Israël, af ki lo gadlu al birkei היהדות, התורה והמצווה, וכתינוק שנשבע בין הגויים אין נדודים, על כל פנים התעורר בליבם רגש לאומי, לאהבת קיום האומה הישראלית והתמדתה, להיות אומה נבדלת מן האומות אשר
בתבל, וזה ייזכר להם לדור דורים כמצווה הגדולה של הגאולה. Dit Rabbi Moshe Khalfon, il y a aujourd'hui des gens qui n'ont pas grandi sur les genoux du judaïsme. C'est une très belle formule. Qui n'ont pas grandi al birkei hayahadut. Qui n'ont pas grandi sur les genoux du judaïsme. Et là, ils n'ont pas grandi dans la Torah. Aval, s'est éveillé en eux la volonté de recréer la souveraineté juive en terre d'Israël. Eh bien, ces gens-là, on leur gardera un souvenir éternel comme étant ceux qui ont fait la grande mitzvah de la Géoula. Les amis, c'est de ça qu'on parle. Vous comprenez qu'on est en train de parler d'un monsieur qui va avoir une influence énorme. Énorme. Il va être à la tête, à Djerba, de la Chevra qui s'appelle la Teret Tzion, pour la résurrection de la langue hébraïque. Il va également inventer un truc. Et alors là, je suis obligé de vous le dire, parce que ça me touche particulièrement. Il invente quelque chose en 1925, et vous savez quel est le problème? C'est que personne ne lui a laissé le copyright. Il y a ici, dans ce que je vais vous dire maintenant, un véritable Havel. Il y a un vrai problème. Il est l'inventeur d'un truc génial, génial, mais qui va, en vérité, lui, il a inventé l'idée, mais elle n'a pas été réalisée, et elle va être réalisée 75 ans après qu'il ait donné l'idée, et personne ne va rappeler que l'idée, elle vient de lui. Je vous explique. Rabbi Moshe Khalfon, il dit, ça serait quand même vachement bien qu'on réunisse des gens qui ont beaucoup d'argent et que ces gens qui ont beaucoup d'argent, ils permettent, grâce à leur argent, d'envoyer tous les jeunes juifs du monde pour un voyage d'une petite période en terre d'Israël. Comme ça, ça leur permettra de se rattacher à la terre d'Israël. Rabbi Moshe Khalfon HaKohen, en 1925, vient d'inventer Taglit. Il vient d'inventer Taglit, que des riches donateurs permettent à tous les jeunes juifs du monde de venir passer 10 jours en Israël pour les rapprocher de la terre d'Israël. C'est fou! En vrai, Taglit, ça va être mis en place dans les années 2000, en l'an 2000, 75 ans plus tard. Et personne ne se dit, bon, on va peut-être dire merci aux Tunisiens. Tu m'étonnes. Quand les riches donateurs, ils sont américains et ils sont canadiens, on ne se rappelle pas que l'idée, elle venait d'un mec de Djerba. Et pourtant, Rabbi Moshe Khalfon HaKohen, inventeur de Taglit, je pense que c'est important de le souligner. Les amis, comment on sait qu'on a raison? Comment on sait? Comment Rabbi Moshe Khalfon il sait qu'il a raison par rapport au sionisme, par rapport à tout? Comment on sait qu'on a raison? Il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il dit Rabbi Moshe Khalfon, lorsque tu pries pour quelque chose et qu'au moment où tu pries, ça se réalise, c'est que c'est émet. Ça, c'est un indicateur. Donc, mettez ça en place dans vos vies. Quand vous faites une fila pour quelque chose, si vous êtes exaucé au moment où vous priez, c'est que c'est émet ve'yatziv ve'nachon ve'kayam. Comme ce mec qui est à Tel Aviv, ou à Jérusalem, ça marche aussi, en voiture, et qui tourne depuis maintenant 27 minutes pour avoir une place pour se garer, et il a un rendez-vous très, très, très important, et à ce moment-là, il dit à Dieu, Ribono shel olam, si tu me donnes une place maintenant, je te jure, je fais Shabbat, ça y est, je fais Tchouva. Et au moment où il est en train de parler, il y a un mec juste devant lui qui sort, qui a une place qui se libère, et à ce moment-là, le mec, il dit, c'est bon, laisse tomber, j'ai rien dit. Rabbi Moshe Khalfon HaKohen nous explique comme ça. En 1920, il s'est passé un truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé qu'il y a eu un pogrom. Il y a eu un pogrom en Eretz Israël. Il y a 6 juifs qui ont été tués. À ce moment-là, le Rav Kook, qui est le grand rabbin de Eretz Israël, va décréter un jour de jeûne. Nous sommes le 4
Je crois que c'était le... je ne me rappelle plus. Olom Chané, c'est le Khashuv. On a été le 4 d'un des mois, mais je ne me rappelle plus lequel mois. Bekitsour, le Rav Kook a décrété un jour de jeûne. Centre Sepharad de la vieille ville a reçu des jeûnes avant Taglit, au moins depuis 1980. Ça ne s'appelait pas Taglit alors à ce moment-là. Je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas. Je vais vérifier, c'est une bonne remarque, mais de ce que je sais, ça ne s'appelait pas Taglit à ce moment-là. En tout cas, quoi qu'il en soit, le fait est qu'on revient à mon histoire du Rav Kook. Et donc, voilà, non, pas Taglit, mais ça, non, d'accord, il y a eu des idées de faire venir des gens avant Taglit, évidemment. J'appelle ça Taglit parce que c'est aujourd'hui la plus grande marque qui envoie des gens en Israël tous les ans. Beketsour, donc le Rav Kook, il a décrété un jour de jeûne à la synagogue de la Chorova. Ok? Un jour de jeûne, machin, on peut demander à Kadosh Baruch Hu qui nous amène la Géoula, nanana. Au moment où il est en train de faire les Tachanounim dans la synagogue de la Chorova, à ce moment-là, et nous dit le Rav Kook, Bezrat Hashem, Uva Letzion Goel, au moment où il dit Uva Letzion Goel, entre dans la synagogue de la Chorova, Ussishkin, qui vient et qui dit au Rav Kook, au moment où nous parlons, à San Remo, en Italie, la SDN vient de signer la déclaration Balfour, qui donne la possibilité aux Juifs de créer un pays en terre d'Israël. Au moment où le Rav Kook il a dit Uva Letzion Goel, déclaration Balfour à San Remo signée par les nations. Nous dit Rabbi Moshe Khalfon à Cohen, c'est la preuve que le chemin est le bon chemin. C'est la preuve qu'on y est. Pour Rabbi Moshe Khalfon, il y avait une évidence claire au moment où l'État d'Israël a été créé et où le grand rabbinat d'Israël est devenu officiellement le grand rabbinat d'Israël. Pour Rabbi Moshe Khalfon, le grand rabbinat d'Israël devait être le posek halacha pour tout le peuple juif. C'est-à-dire que lorsqu'on lui posait une question, il disait il faut demander au Rav Uziel. Il faut demander au Rav Uziel, le premier grand rabbin d'Israël, le premier grand rabbin séfarade après la création de l'État d'Israël. C'est à lui qu'il faut demander, puisque c'est maintenant le grand rabbinat d'Israël qui est le posek pour tout Israël. Les amis, il a essayé de venir en Israël. Il a essayé de venir en Israël en 1898, mais son père l'a empêché de venir. Et c'est finalement en 1949 qu'il voudra venir. Il est tombé malade et finalement, c'est pas possible. Finalement, c'est pas possible. Il ne pourra venir que lorsqu'on mettra ses ossements à Jérusalem. En 1905, il dira quelque chose, on est en 1905, c'est fou parce qu'il n'y a pas encore ni la SDN, ni l'ONU. Mais en 1905, il écrit qu'il faudra créer une organisation qui réunira toutes les nations du monde et qui devra avoir son siège central à Jérusalem. C'est-à-dire que nous dit Rabbi Moshe Khalfon en 1905 que l'ONU doit passer à Jérusalem. Il faut qu'il sorte de New York et qu'il arrive à Jérusalem. Lorsque l'État d'Israël est créé, en 1949, juste avant qu'il meure, Yom HaAtzmaut, il va faire le tour des communautés pour dire de faire la beracha de Shehecheyanu. Comme on fait quand on va à la tfila au kotel de Yom HaAtzmaut. Faire la beracha de Shehecheyanu. Et il s'amène à chaque fois avec un nouveau fruit avec lui, des cerises ou autres l'objané. Pourquoi il faisait ça? Pour une raison très simple. Lorsqu'il arrivait dans les communautés et qu'il disait qu'il fallait dire Shehecheyanu, vous imaginez ce qu'il peut y avoir comme réaction chez les Juifs? Ne, dis bracha levatala, on ne peut pas faire la bracha. À ce moment-là, Rabbi Moshe Khalfon sortait sa cerise et dit, regarde, je comprends que l'éternité, tu n'arrives pas à te la représenter. Mais une cerise, tu arrives à te représenter. Une cerise, ça coûte combien? Un demi-shekel? Bon, alors un demi-shekel, tu sais dire Shehecheyanu sur un demi-shekel? Alors commence par un demi-shekel, peut-être qu'un jour tu arriveras à comprendre qu'il faut dire Shehecheyanu pour l'éternité, pour le Netzach qu'on a reçu lorsqu'on a créé l'État d'Israël. Moi, ça me paraît toujours complètement dingue lorsque on dit aux Khatanim, quand ils se marient, de mettre un nouvel habit, une nouvelle cravate, machin, pour qu'ils puissent faire la bracha de Shehecheyanu. Parce que c'est vrai que sur une nouvelle cravate, tu es vachement saméach.
alors que sur ta femme, tu es moins saméar. Ça veut dire, tu es en train de te marier, tu passes sous la roupa, pour dire chez Chayano, il faut être très très heureux. C'est vrai que ta nouvelle cravate, elle te rend très 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 heureux. Ton mariage, peut-être que c'est parce qu'il connaît maintenant la belle-mère. Peut-être c'est à cause de ça. Je ne sais pas. Poser la question. Enfin bon, quoi qu'il en soit, Rabbi Moshe Khalfon à Cohen sera parmi ces rabbanim qui ne vont absolument pas regarder l'histoire, mais qui vont être un véritable acteur de ce renouveau-là. Il va être parmi ces rabbins qui vont être acceptés de tous comme étant Gdolé Haolam, un des plus grands de sa génération, et il sera un des plus grands amoureux de Tzion. Finalement, comme je l'ai dit en 2005, eh bien, il sera ramené dans sa Jérusalem qu'il aimait tant, et il est enterré à côté d'un autre géant du monde séfarade, Rabbi Shalom. On en parlera à un autre moment. Et voilà ce que je voulais vous dire sur Rabbi Moshe Khalfon à Cohen, le Tunisien par excellence. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Question, pas de questions? Il a eu des enfants Ah, est-ce qu'il a eu des enfants? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. et qui sont en Israël? Il y en a qui sont en Israël, bien évidemment. Et la famille à Cohen, c'est une très très grande famille, hein, Besopho shel davar. Il a eu son premier fils, Avraham à Cohen, et le Rav Shushan à Cohen, qui est le Rav du Moshav Eitan. Donc non, il y a des enfants, la majorité ils sont en Eretz Israël. D'autres questions? Parfait. Tov? Eh bien les amis, Toda Rabba, Chazak, תודה רבה. תודה רבה. on se retrouve à de nouvelles aventures. תודה רבה. Bye bye. Kol tov, Erev tov. תודה רבה. רבה, שבוע טוב. Erev tov. יישר כוח.